Tu crois que les gens t'écoutent parce que tu as raison. C'est exactement pour ça qu'ils t'ignorent. Tu passes ta vie à argumenter, à convaincre, à expliquer. Tu construis des raisonnements solides. Tu cherches la vérité. Tu penses que la logique suffit. Et tu te demandes, peut-être en silence, pourquoi les autres avancent, pourquoi certains obtiennent sans demander, pourquoi d'autres sont suivis sans parler fort. Ce n'est pas une question d'intelligence. Ce n'est pas une question de mérite. C'est une question de structure mentale. Il existe deux catégories d'hommes, ceux qui réagissent au monde et ceux qui le façonnent. Les premiers sont nombreux. Ils constituent la foule. Pas la foule des pauvres ou des ignorants. La foule des sincères, des transparents, des émotifs. Des gens qui montrent leurs cartes, qui parlent trop vite, qui répondent quand on les pousse. Des gens corrects, des gens prévisibles. Et la prévisibilité, dans le monde réel, est une faiblesse fatale. Les seconds sont rares. Ils ne crient pas. Ils n'insistent pas. Ils ne cherchent pas à convaincre. Ils construisent, silencieusement, méthodiquement. Ils comprennent quelque chose que la majorité refuse d'admettre. Les êtres humains ne sont pas gouvernés par la raison. Ils sont gouvernés par le désir, la peur, l'image, l'ego, le besoin de reconnaissance. Et celui qui comprend ces mécanismes peut agir sur le monde avec une précision chirurgicale. Cette vidéo ne va pas t'apprendre à paraître plus fort. Elle va t'apprendre à le devenir. Il ne s'agit pas de manipulation au sens vulgaire du terme. Il ne s'agit pas de mentir, de tromper, de détruire. Il s'agit de comprendre la nature humaine telle qu'elle est et non telle qu'on voudrait qu'elle soit. Machiavel l'a écrit il y a 5 siècles. Sun Tzu l'a gravé avant lui. Cialdini l'a mesuré en laboratoire. Ils disaient tous la même chose avec des mots différents. Le pouvoir appartient à ceux qui comprennent les ressorts invisibles de l'influence. Ce que tu vas lire maintenant n'est pas une leçon morale. C'est une transmission. Première technique, le silence actif. La foule parle pour exister. Le stratège se tait pour dominer. Tu as été conditionné à croire que le silence est un vide, un manque, une hésitation. Que parler vite prouve l'intelligence, que répondre immédiatement démontre la maîtrise. C'est faux. C'est précisément l'inverse. Quand quelqu'un te pose une question difficile et que tu réponds dans la seconde, tu lui offres quelque chose d'inestimable. La certitude que tu es réactif, que tu peux être pressé, que tu peux être déstabilisé. Tu viens de lui montrer ta vitesse de réaction, ce qui lui permet de calibrer exactement comment te manipuler. Le silence, utilisé avec intention, fait quelque chose de profond dans l'esprit de l'autre. Il crée de l'incertitude. Et l'incertitude est le premier terreau du pouvoir. Quand tu te tais après une provocation, l'autre ne sait pas si tu as méprisé sa question, si tu réfléchis à une réponse stratégique ou si tu prépares quelque chose. Cette ambiguïté le déstabilise. Il commence à remplir le vide, avec ses propres peurs, ses propres projections, ses propres insécurités. Tu n'as rien fait, et pourtant, tu as déjà agi. Machiavel savait que le prince le plus redouté n'était pas celui qui frappait le plus fort. C'était celui dont on ne savait jamais ce qu'il pensait. L'imprévisibilité est une armure. Le silence en est la porte d'entrée. Pratique concrète. Lors de ta prochaine confrontation verbale, impose-toi une règle. Ne réponds jamais dans les 3 premières secondes. 3 secondes de silence absolu avant chaque réponse importante. Tu verras l'autre se contracter. Tu verras ses mots trembler légèrement, essayant de remplir le vide qu'il a créé. Et toi, tu observes, froid, présent, déjà en position haute. Le silence n'est pas l'absence de pouvoir. Le silence est le pouvoir à l'état pur. Deuxième technique, l'économie de la parole. Les faibles se justifient, les dominants affirment. Observe les gens autour de toi. Quand ils veulent quelque chose, que font-ils? Ils expliquent, ils détaillent, ils anticipent les objections et les réfutent d'avance. Ils construisent un dossier, ils plaident leur cause. Et plus ils plaident, plus ils paraissent incertains. Parce que personne ne se justifie autant, sauf s'il doute lui-même d'avoir raison. La parole abondante est une forme de supplication. Réduire tes mots, c'est augmenter leur poids. Quand Napoléon donnait un ordre, il ne l'expliquait pas. Quand un juge rend un verdict, il n'implore pas. L'autorité n'explique pas, elle tranche. Et ce tranchant vient précisément de cette économie radicale du langage.
Voici ce que tu dois comprendre sur la psychologie de l'autre. Quand tu parles peu, l'autre comble automatiquement les espaces vides avec sa propre interprétation. Et les gens, naturellement, interprètent les silences et les lacunes d'une façon qui les arrange. Ils projettent, ils investissent. Ils construisent dans leur tête une version de toi qui correspond à leur besoin de trouver quelqu'un à suivre. Tu ne mens pas. Tu laisses simplement leur imagination travailler pour toi. C'est une forme de pouvoir qui ne coûte rien, sauf l'ego du bavard qui sommeille en toi. Parce que le vrai obstacle à cette technique, c'est le besoin d'être compris, d'être reconnu, d'être validé immédiatement. Ce besoin est humain, mais il est aussi la faille par laquelle les autres te contrôlent. Tant que tu as besoin que l'autre comprenne, tu dépends de lui. Le jour où tu t'en affranchis, tu changes de registre. Pratique concrète. Dans tes prochaines conversations professionnelles ou personnelles à fort enjeu, réduis tes réponses de moitié. Si tu allais parler 5 minutes, parle 2 minutes et demie. Coupe les justifications. Garde les conclusions. Observe comment l'écoute de l'autre se transforme. Il ne t'entend plus. Il t'écoute. Ce n'est pas la même chose. Troisième technique, le détachement calculé. Ce à quoi tu tiens te contrôle. Ce que tu peux abandonner te libère. Il existe dans la psychologie humaine une loi universelle et impitoyable. Celui qui a le moins besoin de l'issue d'une négociation en sort toujours vainqueur. Pas celui qui est le plus intelligent, pas celui qui a les meilleurs arguments, celui qui peut se lever de table et partir sans que sa vie s'effondre. Les Japonais ont une notion pour cela. Les négociateurs américains qui allaient au Japon pour des deals importants remarquaient une chose troublante. Leurs homologues japonais semblaient toujours prêts à attendre. Des heures, des jours, des semaines si nécessaire. Pas parce qu'ils n'avaient pas d'urgence, mais parce qu'ils ne la montraient jamais. Et cette apparence de détachement leur donnait un avantage structurel dans chaque négociation. Cialdini a documenté ce principe sous le nom de rareté inversée. Ce n'est pas seulement ce qui est rare qui a de la valeur. C'est aussi celui qui ne semble pas chercher quelque chose qui devient irrésistiblement désirable. Le détachement n'est pas de la froideur émotionnelle. C'est une posture stratégique. Tu peux ressentir, tu peux désirer, mais tu n'affiches pas. Il y a une différence fondamentale entre vivre une émotion et la montrer. La foule montre tout, sa joie, sa peur, son impatience. Et en montrant, elle offre à l'autre la carte exacte de comment la manipuler. Le stratège ressent en interne et gère en externe. C'est une discipline, pas un don. Pratique concrète. Identifie la prochaine situation où tu sais que tu vas vouloir quelque chose fortement. Un poste, une relation, un accord. Avant d'entrer dans cette situation, pose-toi une question brutale. Qu'est-ce que je perds réellement si ce n'est pas pour moi? Dans la plupart des cas, tu découvriras que la réponse est « moins que tu ne penses ». Cette prise de conscience suffit à modifier ta posture. Et ta posture modifie l'autre avant même que tu parles. Quatrième technique, la réciprocité armée. Donne pour créer une dette invisible. C'est la technique la plus ancienne du pouvoir humain et la plus mal comprise. La foule confond générosité et faiblesse. Elle pense que donner, c'est se vider, que partager, c'est se diminuer. C'est une erreur de calcul fondamentale. Cialdini a consacré une partie majeure de son travail sur ce sujet. Le principe de réciprocité est gravé dans la neurologie humaine. Quand quelqu'un nous donne quelque chose, notre cerveau génère une dette psychologique automatique, inconsciente, irrésistible. Nous nous sentons obligés de rendre, pas parce qu'on nous le demande, mais parce que ne pas rendre crée une tension interne insupportable pour la majorité des êtres humains. Le stratège comprend que le don n'est pas de la générosité, c'est de l'investissement. Mais attention, il y a une forme vulgaire de cette technique et une forme raffinée. La forme vulgaire consiste à donner pour attendre quelque chose en retour et à le montrer. C'est du troc, c'est visible, c'est repoussant. La forme raffinée consiste à donner sans condition affichée, sans attente visible, avec une générosité apparemment pure. Et c'est précisément cette pureté apparente qui rend la dette psychologique encore plus forte, parce que l'autre sait quelque part qu'il doit, mais il ne peut pas te le reprocher, il n'a aucune prise sur toi. Et cette asymétrie est une forme de pouvoir discret mais puissant. Les médecins de l'industrie pharmaceutique étaient recrutés différemment,
selon une étude menée dans les années 1990. Des représentants apportaient de petits cadeaux, des repas, des gadgets. Rien d'extraordinaire. Et pourtant, les prescriptions augmentaient significativement. Pas parce que les médecins étaient corrompus, parce qu'ils étaient humains. La réciprocité s'était activée sans que personne ne le nomme. Pratique concrète. Dans ta sphère professionnelle, identifie 2 ou 3 personnes qui ont du poids dans ta trajectoire. Pas pour les flatter, pour les servir. Résous un problème qu'elles n'ont pas demandé. Donne une information qui leur est utile. Fais une introduction qui leur ouvre une porte. Fais-le sans rien demander. Et observe comment, dans les mois qui suivent, une énergie différente se crée autour de ces relations. Tu n'as rien réclamé, mais quelque chose t'est dû. 5e technique, l'opacité stratégique. Ce qu'ils ne savent pas sur toi, ils te l'attribuent. Il y a une illusion répandue dans notre époque de transparence numérique. L'idée que montrer qui tu es, tout partager, être authentique en permanence, crée la confiance. C'est vrai dans une certaine mesure pour les relations profondes. C'est catastrophique dans les rapports de pouvoir. La transparence totale est une vulnérabilité totale. Robert Greene, dans ses 48 lois du pouvoir, l'a formulé ainsi. Garde tes intentions cachées, pas pour tromper, mais pour préserver ta capacité d'action. Dès que l'autre sait ce que tu veux faire, il peut se préparer, il peut contrer, il peut anticiper. Ton projet meurt dans la prévisibilité. L'opacité n'est pas le mensonge, c'est l'art de ne pas tout révéler. Il y a une différence entre mentir et ne pas tout dire, entre tromper et simplement ne pas t'exposer inutilement. Les grands joueurs d'échecs ne montrent pas leur stratégie. Les grands négociateurs ne révèlent pas leur ligne de rupture. Les grands leaders ne partagent pas tous leurs doutes, pas parce qu'ils sont malhonnêtes, parce qu'ils comprennent que certaines informations, une fois données, ne peuvent pas être reprises. Et dans le monde réel, l'information est du pouvoir. La livrer gratuitement, c'est te désarmer. Sun Tzu écrit dans l'art de la guerre, être insaisissable comme l'eau. L'eau n'a pas de forme fixe, elle épouse le contenant, elle coule par les failles. Elle n'annonce pas sa direction, et elle finit toujours par trouver son passage. L'homme opaque fonctionne de la même manière. Il ne se laisse pas enfermer dans une définition, dans une case, dans une attente. Et cette liberté de forme lui donne une liberté d'action que les gens transparents n'ont jamais. Pratique concrète. Pendant 2 semaines, impose-toi cette règle. Ne partage jamais un plan avant de l'avoir commencé. Ne parle pas de tes projets futurs. Ne dis pas ce que tu vas faire. Fais-le, puis annonce ce que tu as fait. Ce simple changement va transformer la perception que les autres ont de toi. Tu vas passer de quelqu'un qui parle à quelqu'un qui agit, et ceux qui agissent ont un poids que les autres n'ont pas. 6e technique, le miroir de l'ego. Les gens n'écoutent pas ce que tu dis. Ils écoutent ce que tu leur renvoies d'eux-mêmes. C'est la technique la plus subtile de cette liste, et probablement la plus puissante dans les rapports d'influence durables. Voici la vérité que la majorité refuse d'admettre sur la nature humaine. Les gens ne sont pas vraiment intéressés par toi, par tes idées, par ta vision. Ils sont intéressés par eux-mêmes, par leur propre reflet dans tes yeux, par la façon dont tu les fais se sentir en ta présence. Ce n'est pas du cynisme, c'est de la neurologie. Le cerveau humain est câblé pour chercher la validation sociale, pour ressentir du plaisir quand il est reconnu, pour créer de l'attachement envers ceux qui lui offrent cette reconnaissance. Et celui qui comprend ce mécanisme peut créer des liens d'une profondeur et d'une solidité que les autres n'arrivent pas à expliquer. Comment fonctionne le miroir de l'ego? Tu ne parles pas de toi. Tu poses des questions précises sur l'autre. Pas des questions génériques, des questions qui montrent que tu l'as observé, que tu as retenu ce qu'il a dit la fois précédente, que tu as vu quelque chose en lui qu'il pense que peu de gens voient. Et quand il parle, tu ne cherches pas à répondre avec ton expérience. Tu l'amènes à aller plus loin dans la sienne. Les politiciens qui durent ne sont pas ceux qui ont le meilleur programme. Ce sont ceux qui font sentir aux gens qu'ils ont été entendus. Bill Clinton était connu pour cela. Des dizaines de témoignages racontent la même expérience. Dans une pièce pleine de monde, quand Clinton te regardait et te parlait, tu avais la sensation d'être la seule personne qui comptait. Pas parce qu'il t'aimait nécessairement, parce qu'il maîtrisait l'art de rendre l'autre entier dans le moment de la rencontre. Ce n'est pas de la manipulation émotionnelle,
C'est de l'architecture relationnelle. Pratique concrète. Dans ta prochaine conversation importante, fixe-toi un ratio. Écoute 80% du temps. Parle 20%. Et dans ce 20%, n'utilise pas le mot « je » plus de 3 fois. Pose des questions qui commencent par « comment » et « qu'est-ce que tu en as pensé » plutôt que des questions fermées. Observe comment l'autre sort de cette conversation avec une impression positive et intense de toi, sans que tu n'aies pratiquement rien dit sur toi-même. Parce que la vraie influence ne parle pas fort, elle crée un espace où l'autre se révèle à lui-même. 7e technique, la lenteur comme arme. Dans un monde de vitesse, la lenteur est une déviance dominante. Tout le monde est pressé. Les réponses doivent être immédiates. Les décisions doivent être rapides. L'action doit être continue. Et dans cette frénésie collective, la lenteur délibérée crée quelque chose d'inattendu, du prestige. Observe les personnes qui ont du pouvoir dans ta vie, celles que tu respectes vraiment, pas celles que tu crains. Elles se déplacent différemment, elles parlent différemment. Leurs phrases ne se précipitent pas. Elles ont une qualité d'attention qui semble rare parce qu'elle l'est. Elles semblent avoir du temps quand tout le monde court. Et cette apparence de temps disponible crée une impression de puissance. Parce que seuls les puissants ont du temps. La lenteur en est le signe extérieur. Mais la lenteur dont je parle n'est pas de la paresse. Ce n'est pas de la procrastination. C'est la lenteur de celui qui a réfléchi avant de bouger. De celui qui décide quand décider, pas quand on le presse. Sun Tzu enseigne que la victoire appartient à celui qui choisit son moment, pas à celui qui réagit au moment de l'autre. Il y a une différence fondamentale entre attendre et choisir d'attendre. Celui qui attend subit. Celui qui choisit d'attendre commande. Marcus Aurelius, dans ses méditations, revient constamment sur cette idée. La distinction entre ce qui est en ton pouvoir et ce qui ne l'est pas. Ce qui est dans ton pouvoir, c'est notamment le rythme de ta réponse au monde. Et en reprenant ce rythme, tu reprends quelque chose d'essentiel, ta souveraineté temporelle. Les empires ne se construisent pas dans l'urgence. Ils se construisent dans la constance. La lenteur dans la prise de décision produit également un autre effet psychologique sur l'entourage. Quand tu ne réagis pas immédiatement, les autres commencent à chercher ce que tu penses. Ils t'observent, ils spéculent. Et cette attente qu'ils créent eux-mêmes renforce ton statut. Tu n'as pas demandé leur attention. Tu l'as obtenue par ton absence de précipitation. Pratique concrète. Identifie dans ta semaine une décision que tu prends habituellement vite, pas une urgence réelle, une urgence perçue, une réponse à un email, un choix entre 2 options, une réaction à une situation imprévue. Délibérément, donne-toi 24 heures supplémentaires. Observe ce qui se passe en toi d'abord. Tu vas ressentir une pression, une anxiété, un besoin d'agir. C'est le conditionnement de la vitesse qui parle. Reste ferme et observe ensuite comment ta décision, prise dans la lenteur, est différente en qualité. Plus nette, plus alignée, plus tienne. Il faut maintenant dire quelque chose de plus fondamental. Ces 7 techniques ne servent à rien si elles sont plaquées sur une identité fragile. Le pouvoir mal compris est une prothèse. Tu peux apprendre les mots, les postures, les timings. Si en dessous il y a un homme qui doute de lui-même, qui a besoin de dominer pour se sentir exister, qui manipule pour compenser un vide, alors ces techniques vont te trahir. Parce que les gens sentent la dissonance. Pas toujours consciemment, mais ils la sentent. Le vrai pouvoir n'est pas extérieur. Ce n'est pas le contrôle des autres. C'est la souveraineté intérieure. C'est la capacité à ne pas réagir quand tout pousse à réagir. À choisir quand tout semble imposer. À rester entier quand la pression cherche à te fracturer. Stoïciens, stratèges, guerriers, moines, tous ceux qui ont exercé une forme de pouvoir durable dans l'histoire humaine revenaient à la même source, la maîtrise de soi avant la maîtrise des autres. Épictète, esclave devenu philosophe, n'avait aucun pouvoir extérieur. Et pourtant ses idées gouvernent encore des pensées 2000 ans plus tard, parce qu'il avait compris quelque chose que les empereurs cherchaient. Le seul terrain que personne ne peut envahir, c'est ta façon de penser, ta façon de répondre au monde, ta façon de choisir ce qui te touche et ce qui glisse. Penser froidement n'est pas une technique. C'est une mutation. Ce n'est pas ce que tu fais qui change. C'est ce que tu deviens en appliquant ces disciplines dans la durée.
Tu commences à habiter différemment ta propre existence. Les provocations perdent leur charge. Les urgences perdent leur emprise. Les opinions des autres perdent leur pouvoir de définir ce que tu es. Et dans cet espace, ainsi libéré, quelque chose de rare se crée, une clarté, une densité, une qualité de présence que les autres perçoivent sans pouvoir la nommer. Ils disent « Il y a quelque chose en toi ». Ce quelque chose, c'est la souveraineté. Et la souveraineté ne se donne pas, elle se forge dans la répétition, dans l'inconfort volontaire, dans les moments où tu aurais pu réagir et tu ne l'as pas fait, dans les silences que tu as tenus, dans les pièges que tu as vus et contournés, dans les désirs que tu as reconnus sans les suivre, dans les peurs que tu as regardées en face sans leur obéir. C'est là que le stratège naît, pas dans un livre, pas dans une vidéo, dans le choix, répété, de ne plus laisser le monde dicter ton intérieur. Si tu es arrivé jusqu'ici, tu n'es pas venu chercher de la motivation, tu es venu chercher une structure. Alors prends-la, teste-la, brûle ce qui ne tient pas à l'épreuve du réel, garde ce qui résiste, construis quelque chose avec, pas pour dominer les autres, pas pour te venger du monde, mais pour enfin t'appartenir. Dans les commentaires, écris une seule phrase, pas un emoji, pas un like, une phrase. Écris « Je ne réagis plus, je choisis ». Ce n'est pas une déclaration pour moi, c'est un contrat avec toi-même.